vous allez apprendre à utiliser la fonction ligne et à saisir des coordonnées de points à l'aide des coordonnées cartésiennes absolues, des coordonnées cartésiennes relatives et des coordonnées polaires relatives. Dans un premier temps, je vais vous demander de désactiver les aides au dessin qui se trouvent dans la barre d'état. Tous les boutons qui sont bleutés, vous cliquez dessus, ils deviennent gris, ils sont désactivés, sauf un que vous ne toucherez pas. C'est l'accélération matérielle qui n'est pas une aide au dessin. Laissez-la active. Au fur et à mesure des cours, nous réactiverons les aides au dessin et je vous expliquerai à quoi elles servent. La fonction ligne, comme toutes les fonctions de dessin, se trouve dans le ruban, dans l'onglet Début, dans la rubrique Dessin. Elle est accompagnée d'un grand nombre d'autres outils de dessin et vous pouvez même déplier cette rubrique pour en trouver encore. De plus, certains de ces boutons sont des boutons dépliants, comme pour le cercle ou l'arc. Il y a donc un assez grand nombre d'outils de dessin. Revenons à la ligne. Si vous voulez lancer une ligne, vous cliquez sur le bouton ligne, ou alors vous tapez L, qui est le raccourci pour la ligne, et vous validez avec entrée. Tout va se passer en bas dans la ligne de commande, puisque l'on a désactivé toutes les aides au dessin. Et dans ligne, AutoCAD demande spécifier le premier point. Le premier point, je vais décider qu'il va être en coordonnées absolues et je vais taper 2,4. 2 en X, je tape 2. Virgule, attention, j'utilise bien la virgule du pavé central et non pas celle du pavé numérique. Vérifiez aussi que le verrouillage des majuscules n'est pas activé. Vous auriez autrement un point d'interrogation. Et ensuite, le 4. Et vous validez avec entrée. Comme vous pouvez le constater, ce premier point est hors de l'écran. Dans AutoCAD, ce n'est pas bien grave. Et vous voyez une ligne élastique qui va du point que vous venez de rentrer jusqu'au curseur. Maintenant, on va continuer à saisir des coordonnées pour le deuxième, le troisième et le quatrième point. Le deuxième point en coordonnées absolues, il va être en X à 12 et en Y, il va toujours être à 4. Je tape donc 12,4 et entrée. Vous pouvez constater que là encore, ce point n'est pas visible, mais ça n'est pas grave. Ensuite, pour le point suivant, comme je fais un rectangle qui fait 10 par 5, eh bien, je vais ressaisir 12 en X et 4 plus 5, donc 9 en Y, et entrer. Pour le point suivant, je vais taper en X, non pas 12, mais 2, virgule, et en Y, toujours 9. Vous pouvez aussi constater que dans la ligne de commande, vous voyez apparaître entre crochets des options clore et annuler. Annuler vous permettra de revenir sur le dernier point que vous avez saisi. Clore permet tout simplement de fermer la forme. Vous pouvez aussi regarder que dans clore comme dans annuler, il y a une lettre en majuscule en bleu. Vous pouvez, pour pouvoir lancer ces options, appuyer sur la touche correspondante pour clore C et pour annuler U et vous validez à chaque fois la saisie. Là, je vais taper C pour clore et je valide et j'ai dessiné un rectangle. Pour le voir, je double-clique sur la molette. Voilà le rectangle que j'ai créé, en coordonnées absolues. Maintenant, on va dessiner le même rectangle, mais en coordonnées relatives. Pour cela, je relance la ligne, elle entrée, et comme il va être en coordonnées relatives, le premier point n'a pas d'importance. Je peux cliquer où je veux. Par exemple, à cet emplacement, et ensuite, comme je travaille en coordonnées relatives,
Je vais d'abord commencer par arrobase. Et je vais indiquer la longueur entre le point que je viens de définir et le prochain point. Donc, la longueur ici, ça va être 10 en X et 0 en Y puisque on est horizontal. Ensuite, je vais saisir le troisième point. Je retape arrobase, n'oubliez pas l'arrobase. Puis, en X, ça ne bouge pas, 0, virgule. En Y, je monte de 5, je tape 5. Et je fais pareil pour le point suivant. Arrobase. En X, je vais taper le dernier point. Donc je vais taper arrobase. Puis, je vais taper la distance, 10. Mais comme je vais à l'inverse de l'axe, je tape moins 10, virgule. En Y, toujours 0. Et entrée. Et pour terminer, je peux taper chlore, C, entrée. Et le deuxième rectangle est dessiné. Il fait les mêmes dimensions que le premier, mais son point de départ n'est pas au même endroit. Maintenant, j'aimerais dessiner une ligne qui fait 10 unités de long avec un angle par rapport à l'est de 30 degrés. Je vais donc utiliser des coordonnées polaires relatives. Je relance la ligne. Une fois n'est pas coutume, j'ai cliqué sur le bouton ligne. Puis, je spécifie le premier point. Comme on est en relatif, peu importe le premier point. Ensuite, pour taper le point suivant, j'indique que je suis en relatif, je tape arrobase, ma distance, 10. Pour indiquer que c'est une coordonnée polaire, je vais taper inférieur à, ce symbole qui est juste à côté du shift gauche, et ensuite je tape l'angle. Ici 30 degrés, donc 30. N'indiquez surtout pas le symbole de degré. Et je valide. Et je pourrais continuer si par exemple je veux dessiner un autre bout de ligne vertical qui fait par exemple 5 unités de long, eh bien je tape arrobase 5 inférieur à 90 et entrée. Et quand j'ai fini mes saisies, j'appuie sur entrée. J'ai donc ici dessiné 2 lignes en coordonnées polaires relatives. Vous allez maintenant découvrir votre première aide au dessin, la saisie dynamique. C'est un outil extrêmement pratique. Mais auparavant, il faut l'activer. Pour l'activer, vous vous rendez dans la barre d'état sur ce bouton, saisie dynamique. Si ce bouton n'apparaît pas, vous allez sur personnalisation et dans la liste, vous choisissez saisie dynamique. Ensuite, pour l'activer, cliquez dessus. Il devient bleu, ça veut dire que la saisie dynamique est active. Maintenant, qu'apporte la saisie dynamique? Eh bien, elle va permettre d'afficher toutes les informations qui auparavant apparaissaient dans la barre de commande. Maintenant, elles apparaîtront au niveau du curseur. Par exemple, je dessinais une ligne, comme tout à l'heure. Je tape L, et vous voyez que tout apparaît au niveau du curseur. Je valide. Ça ne change pas l'utilisation, cela facilite la tâche. Pour le premier point, les coordonnées apparaissent au niveau du curseur. Ici, je veux cliquer n'importe où. Et pour le deuxième point, il me propose d'entrer des coordonnées polaires relatives. C'est le réglage par défaut. Ça me va bien. Et je peux ici saisir d'abord la distance, c'est elle qui est d'abord sélectionnée. Je tape par exemple 1000 et je veux un angle à 30 degrés. Pour passer à l'angle, j'appuie sur la touche Tab. Je tape 30 et je valide. Et j'ai ici une ligne de 1000 par 30 degrés. Pour le deuxième segment, j'aimerais avoir une ligne qui fait 500 avec un angle à 60 degrés par rapport à l'est. Plus 60 degrés. Mais je ne fais pas attention et ma souris est vers le bas. C'est pas grave. Je tape d'abord ma distance, 500, tabulation, 60 degrés et entrée. Et comme vous pouvez le voir, il a bien calculé les 60 degrés, mais non pas par rapport à l'est.
Donc là, j'ai en fait rentré moins 60 degrés. Alors bon, il faut aussi faire, la position de la souris est très importante. Maintenant, si je veux annuler ce point sans avoir à tout recommencer, je peux très bien aller sur le bouton annuler qui est dans la barre de commande, mais il y a une autre manière de faire. Avec la saisie dynamique, vous pouvez maintenant déplier les options directement au niveau du curseur à l'aide des touches de direction haut et bas. Si j'appuie une fois sur la touche de direction vers le bas, il va afficher d'abord les options disponibles. Ici, clore et annuler. Puis, avec la flèche de direction haut ou bas, je vais me mettre sur l'option qui m'intéresse. Il va afficher une petite puce noire à cet emplacement et je valide avec Entrée. Il a effectivement annulé le dernier point. Je vais maintenant placer le curseur de la souris dans la bonne direction. Je tape 500, tabulation, mon angle de 60 degrés, Entrée, re-entrée parce que j'ai fini. Et j'ai bien dessiné mes deux lignes grâce à la saisie dynamique. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai absolument pas eu besoin d'aller dans la zone de commande. Pour utiliser la saisie dynamique au mieux, il est préférable de la paramétrer comme il vous convient. Pour pouvoir paramétrer la saisie dynamique, vous pointez le bouton saisie dynamique, vous effectuez un clic droit, paramètre de saisie dynamique apparaît, vous cliquez dessus. Il y a 3 zones de réglage pour la saisie dynamique. Saisie de pointeur définit la réaction de la saisie dynamique quand vous créez un objet. Activer la saisie de code si possible va vous permettre de paramétrer la saisie dynamique en cas de modification. Invite dynamique vous permet de modifier l'esthétique de la saisie dynamique. Commençons par saisie de pointeur. Si vous allez dans Paramètres, vous allez pouvoir choisir entre un format d'entrée des coordonnées polaire ou cartésien. En dessin technique, le format polaire est souvent le plus pratique, je vais donc laisser polaire. Il propose aussi en coordonnées relatives ou absolues. De même, je vais laisser en coordonnées relatives qui est plus pratique que les coordonnées absolues. Ensuite, dans Visibilité, il me propose d'afficher les infobulles de coordonnées dès la saisie des données, quand une commande demande un point ou toujours. Alors, dès la saisie des données, c'est-à-dire au moment où AutoCAD a besoin de la saisie de données. Pourquoi pas ? Quand une commande demande un point, cela veut dire que dès qu'une commande aura besoin d'un point, l'infobulle de coordonnées apparaîtra. Toujours, ça veut dire qu'on aura cette infobulle tout le temps, même quand il n'y en a pas besoin. Je vais laisser là aussi quand une commande demande un point, car c'est le plus pratique, à mon sens. Ce qui veut dire que maintenant, si je dessine une ligne, 2000 unités avec un angle de 45 degrés, je vais obtenir ceci. Maintenant, pour la modification, regardez bien ce qui va se passer. Je sélectionne la ligne, je pointe son quai sur une des poignées d'extrémité. Il va montrer les dimensions actuelles, la longueur et l'angle. Si maintenant je clique dessus, il va me proposer la longueur totale et la différence de longueur. Mais pour modifier une ligne, ce n'est absolument pas pratique du tout. Je peux donc paramétrer la manière dont cette ligne peut être modifiée avec la saisie dynamique. Pour cela, je retourne sur le bouton saisie dynamique, je refais un clic droit, paramètres de saisie dynamique, et dans saisie de cote, je clique sur paramètres. Là, lors de l'étirement de poignée, il me propose d'afficher un seul champ de saisie de cote à la fois, ce qui n'est absolument pas pratique, 2 champs de saisie de cote à la fois. Le problème, c'est que ce ne sont pas les champs que j'attends, ou alors
afficher les champs de saisie de code suivants simultanément. Et là, l'énorme intérêt, c'est que vous allez pouvoir choisir les champs. Je vous conseille de ne pas tous les choisir en même temps. Sinon, vous allez voir le résultat. Ce n'est pas très simple. Quand vous cliquez, vous avez tout un tas d'informations. Évidemment, pour passer de l'une à l'autre, vous utilisez la touche Tab. Mais honnêtement, ça n'est pas pratique du tout. Il est donc préférable de choisir les champs qui vous conviennent le mieux. Pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est la cote résultante pour les longueurs. Je vais désactiver changement de longueur. Et pour l'angle, je préfère angle absolu par rapport au changement d'angle. Mais évidemment, c'est une habitude de travail. Je vais par contre toujours garder rayon d'arc, qui concerne uniquement les arcs de cercle. Et vous allez voir la différence maintenant. Quand je clique, je n'ai plus 15 000 champs, je vais avoir le champ de longueur totale et le champ d'angle par rapport à l'est. Ce qui est beaucoup plus pratique pour faire des modifications. Dernière chose, dans un vide dynamique, vous pouvez donc modifier l'apparence des infobules du dessin. Vous cliquez dessus et vous avez l'aperçu dans l'espace objet et dans les présentations. Vous pouvez en modifier les couleurs, la taille, la transparence, etc. Mais je vous conseille de laisser l'apparence par défaut qui, même si esthétiquement elle ne vous convient pas, est extrêmement lisible. Mais évidemment, si vous voulez faire des effets de style, rien ne vous empêche de faire des modifications. Bon courage! Nous allons maintenant découvrir le mode ortho, un mode de repérage d'angle. Le mode ortho peut être activé soit en cliquant sur le bouton Orthomode, soit en appuyant sur la touche F8, et être désactivé en rappuyant sur cette touche F8. Le mode ortho vous permet de faire exclusivement des horizontales et des verticales. Si vous dessinez une ligne, par exemple, et que vous la commencez, vous pouvez constater que le curseur de la souris ne se déplace que tous les 90 degrés. Vous indiquez donc la direction, vous tapez la dimension, et vous pouvez réaliser une ligne horizontale ou verticale, mais pas autre chose. Cette fonction n'est pas modifiable, n'est pas réglable. Vous ne pouvez faire que des horizontales ou des verticales. Passons maintenant au grand frère du mode ortho, le repérage polaire. C'est, on peut dire, un peu son remplaçant beaucoup plus évolué. Le mode ortho peut être intéressant, mais n'oubliez pas, il est incompatible avec certaines fonctionnalités, et donc il risque de vous poser de temps en temps un petit souci. Le mode polaire se trouve à cet emplacement. Vous pouvez évidemment cliquer dessus pour l'activer ou appuyer sur F10. Par défaut, il est configuré un peu comme le mode ortho. Si je lance une ligne et que je dessine cette ligne, vous verrez apparaître une ligne guide verte dans le sens que je veux. Vous pouvez constater qu'effectivement, tous les 90 degrés, j'ai une ligne guide verte. Mais je peux très bien aller chercher d'autres points en dehors. De plus, le repérage polaire possède des réglages. D'abord, vous pouvez changer l'angle d'incrémentation. Avec ortho, c'est tous les 90 points barres. Avec polaire, vous avez un angle d'incrémentation tous les 90, ou tous les 45, ou tous les 30, ou tous les etc., etc. Si jamais dans cette liste, l'angle d'incrémentation ne vous convient pas de problème. Vous pouvez passer dans Paramètres de repérage. Et dans ce cas, dans Angle d'incrémentation, vous retrouvez la même chose, mais surtout, c'est une liste modifiable. Par exemple, vous avez besoin d'un angle tous les 36 degrés. Vous tapez 36, votre angle d'incrémentation, et OK. Ce qui fait que maintenant, quand je vais dessiner une ligne, tous les 36 degrés, je vais avoir une ligne guide. Quelque chose de très important pour les angles, dans AutoCAD comme dans tout logiciel de dessin technique,
il commence toujours à 0 à l'est. Donc on aura toujours le 0. Si jamais vous avez besoin d'un angle particulier, en plus des 36, par exemple, vous aimeriez un angle à 110 degrés, mais juste à 110. Je ne vais pas le mettre dans l'angle d'incrémentation parce que j'ai besoin de mes 36. Eh bien, je vais cocher angle supplémentaire, nouveau, je tape 110 et OK. Et maintenant, quand je vais dessiner une ligne, j'aurai toujours tous les 36 degrés une ligne guide, mais j'aurai aussi une ligne guide à 110 degrés. Et uniquement à 110, c'est-à-dire que si je vais à 220, ou équivalent, je ne trouverai rien. Il n'y a qu'à 110. Voilà pour l'angle supplémentaire. Évidemment, quand on n'en a plus besoin de l'angle supplémentaire, on peut le supprimer. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur supprimer. Ou alors, si vous en avez besoin plus tard, vous pouvez désactiver angle supplémentaire, mais garder le réglage. Il existe d'autres éléments, le repérage d'accrochage aux objets que nous verrons un petit peu plus tard, et la mesure d'angle polaire. La mesure d'angle polaire indique par défaut une mesure d'angle absolue. On pourrait demander par rapport au dernier segment. Si je choisis cela, ça veut dire que quand je vais dessiner une ligne avec un certain angle, et que je dessine une autre ligne, cette autre ligne est calculée par ce nouvel angle. Il faudra bien faire attention si vous choisissez cette méthode pour dessiner. Cela peut être parfois un peu déroutant. Alors que si vous gardez absolu, tous les angles sont calculés par rapport à l'est. C'est souvent plus pratique, mais pas obligatoirement. Et voilà pour le repérage d'angle polaire. Vous allez découvrir comment utiliser les accrochages aux objets. Les accrochages aux objets vous permettent de vous accrocher exactement à un point géométrique particulier d'un objet existant. Il existe deux grands types d'accrochages aux objets. Les accrochages temporaires qui sont valables pour un seul clic et les accrochages permanents que vous activez dans les aides au dessin et que vous pourrez paramétrer par la suite. Comme il existe un grand nombre d'accrochages aux objets et qu'ils sont tous très importants, ce cours est divisé en 4 parties. La première partie concerne les accrochages aux objets temporaires simples. La deuxième partie s'occupe des accrochages temporaires au cercle. La troisième partie s'intéresse aux accrochages plus complexes et la quatrième aux accrochages permanents et à la manière de les paramétrer. Dans un premier temps, nous allons commencer par le premier accrochage, extrémité. Pour que les accrochages fonctionnent, il est impératif qu'une fonction de dessin soit active. Pour cela, je vais lancer la fonction ligne, L entrée, et je vais effectuer une manœuvre pour avoir les accrochages temporaires. Pour cela, j'appuie sur CTRL, clic droit, et j'ai la liste des accrochages temporaires. Le premier est extrémité. Je clique dessus, et je vais avoir l'extrémité des lignes, peu importe la ligne, ou des arcs. À partir du moment où le petit carré vert indique une extrémité, si je clique, même si je ne suis pas sur l'extrémité, AutoCAD va la trouver tout seul exactement. Si je veux raccorder cette ligne à l'autre extrémité de cet arc, je refais CTRL, clic droit, extrémité, et je viens m'accrocher à l'autre extrémité. N'oubliez pas que les accrochages temporaires sont valables pour un seul clic. Je peux aussi avoir besoin de trouver le centre. Je reprends la ligne, je refais un CTRL, clic droit et je vais choisir milieu. Je peux trouver le milieu d'une ligne, c'est un petit triangle vert,
Je pointe la ligne, je clique, le milieu est trouvé. Et je peux aussi trouver le milieu d'un arc. Là encore, je pointe l'arc, il trouve le milieu, je clique. Et cette ligne va du milieu de la ligne au milieu de l'arc. Si je veux relier l'intersection de ces deux lignes avec l'intersection possible de ces deux lignes, cela est possible. Je reprends l'outil ligne, je fais un CTRL-clic droit, je vais choisir intersection. Faites attention, en dessous il y a intersection projetée, qui est un accrochage qui n'a rien à faire dans les accrochages 2 dimensions, c'est un accrochage 3 dimensions. Donc je choisis intersection tout court, et quand l'intersection est réalisée, je dois me mettre à l'emplacement exact de l'intersection. Une petite croix verte apparaît, je clique, et il a trouvé le point d'intersection exact. Pour l'intersection possible, je vais procéder légèrement différemment. Je reprends CTRL-clic droit, puis je choisis de nouveau intersection. Je vais pointer et cliquer sur l'une des deux lignes, puis pointer et cliquer sur l'autre ligne, et il va trouver le point d'intersection possible. On peut donc éviter un certain nombre de lignes de construction grâce à l'accrochage intersection. Autre accrochage intéressant, c'est l'accrochage centre géométrique. Attention, cela ne concerne que les polylignes. Quelle que soit la polyligne, si je veux dessiner par exemple un cercle au centre de ce rectangle, je fais CTRL-clic droit, je vais choisir centre géométrique, je pointe la polyligne et il va me trouver le centre de cette polyligne. Je n'ai plus qu'à dessiner mon cercle. Dernier accrochage intéressant, un accrochage spécifique au cercle et au bloc. Là encore, si je veux trouver le point d'insertion du texte qui est là, qui est un texte centré, je refais un CTRL-clic droit et je vais choisir point d'insertion. Il va retrouver le point d'insertion de cet objet, que ce soit un texte ou un bloc. Je pointe l'objet et il va me trouver le point d'insertion. Je peux donc m'en servir ensuite pour pouvoir m'accrocher au plus près de ce texte. Et voilà pour les principaux accrochages simples. Vous découvrez maintenant les accrochages spécifiques au cercle. Pour cela, je vais lancer la fonction cercle car j'aimerais bien créer un cercle concentrique à celui-là. Je lance cercle, puis j'effectue un CTRL-clic droit, centre, je pointe la périphérie du cercle et il va illuminer le centre avec un petit cercle vert. À partir de ce moment-là, je n'ai qu'à cliquer et il a retrouvé le centre. Ensuite, je n'ai plus qu'à indiquer le rayon et le cercle est dessiné. Et je peux faire pareil avec un arc de cercle. Je fais la même démarche, je vais chercher centre, je pointe l'arc, il va retrouver le centre de l'arc de cercle. Je clique, je n'ai plus ici qu'à indiquer le rayon. Et cela marche aussi pour une ellipse. Il va retrouver le centre de l'ellipse. L'accrochage centre est donc un accrochage très simple à utiliser. Il existe aussi un accrochage cadran qui va permettre de s'accrocher aux 4 points cardinaux du cercle. Je relance ici une ligne, je fais un CTRL-clic droit, cadran, et il va ici me proposer l'un des 4 cadrans. Je clique sur celui qui me paraît le plus approprié et ensuite je peux enchaîner avec les autres si je veux ici dessiner le carré inscrit
dans le cercle. Le dernier accrochage, et pas le plus simple, c'est l'accrochage tangente. L'accrochage tangente est assez spécifique et il ne fonctionne comme il faut qu'en accrochage temporaire. Pour cela, je vais dessiner les lignes qui relient les deux cercles. Je lance la fonction ligne, je refais un CTRL-clic droit et je vais choisir tangente. Je pointe le cercle à l'emplacement approximatif où la tangente devrait commencer. Puis, je refais un CTRL-clic droit et je vais faire de même de l'autre côté en utilisant toujours tangente. Je repointe et il va trouver le point exact de tangente. Mais si je clique à des endroits différents, j'aurai une tangente différente. Je vous montre, si je fais ici un CTRL-clic droit tangente, grosso modo par ici, et que je refais un CTRL-clic droit tangente sur ce cercle, j'ai une autre tangente, mais elle n'est pas identique, elle n'est pas placée au même endroit. En fait, entre deux cercles, il existe 4 tangentes. Ni plus, ni moins. Et voilà aussi comment utiliser les tangentes sur les cercles. Il est à noter par contre que si vous voulez effectuer une tangente par rapport à une ellipse, si je dessine par exemple un cercle ici, que je veux faire la tangente entre le cercle et l'ellipse, cela ne va pas bien se passer. Par rapport au cercle, aucun problème. Mais par rapport à l'ellipse, la tangente, même si la machine me la propose, n'est pas une tangente. Donc n'utilisez des tangentes que par rapport au cercle et surtout pas par rapport à des ellipses. Attaquons-nous maintenant aux accrochages un petit peu plus complexes. Et on va commencer par perpendiculaire. Si je veux dessiner une ligne perpendiculaire à celle-là, je commence par dessiner la ligne, je mets un point, puis je fais un CTRL-clic droit, perpendiculaire. Je pointe l'autre ligne, je clique, la perpendiculaire est créée. Je peux faire l'inverse, c'est-à-dire que je lance la ligne, je choisis l'accrochage perpendiculaire, je clique, et ensuite je vais pouvoir m'accrocher où je veux. Vous pouvez constater que vous choisissiez dans un sens ou dans l'autre, le résultat sera identique. Le deuxième accrochage, c'est l'accrochage parallèle. C'est un accrochage un petit peu plus délicat. Pour créer une parallèle à cette ligne-là, il faut d'abord et obligatoirement que je lui indique le point de départ de la ligne. Je relance la ligne, je refais un CTRL-clic droit, je vais choisir ici extrémité pour m'accrocher ici. Et j'aimerais que cette deuxième ligne soit parallèle à la première. Je refais CTRL-clic droit, je choisis parallèle, je pointe, sans cliquer, la ligne qui va servir de référence, jusqu'à ce qu'une marque de parallélisme apparaisse dessus. Je me remets grosso modo dans la direction et une ligne guide verte apparaît. À ce moment-là, je peux suivre cette ligne ou taper une distance, par exemple ici 80, et entrer. Je suis sûr d'avoir fait une parallèle. Maintenant, par rapport à cette ligne-là, cette ligne qui fait 25 de long, j'aimerais créer une ligne dans la continuité de cette ligne-là, mais un peu plus loin. Pour cela, je lance la ligne, je vais chercher un accrochage spécifique, CTRL-clic droit, extension, je pointe sans cliquer l'extrémité de la ligne, je me déplace dans le même sens, j'ai une ligne guide qui apparaît, et je vais taper la distance entre les deux. Par exemple, 25. Entrée. J'ai donc ici une distance de 25 entre les deux lignes. J'aimerais bien que cette deuxième ligne continue dans la même direction. Je refais ici un CTRL-clic droit, extension. Je pointe le même endroit, je me remets dans la direction
Et ici, je vais taper 50. Ce qui fait que j'ai ici une ligne qui fait 25, un espacement qui fait 25 et une deuxième ligne ici qui fait 50 de long. Elles sont toutes sur la même direction. Le dernier accrochage un petit peu complexe, c'est un accrochage d'accrochage. J'aimerais trouver le point milieu entre ce point-là et ce point-là. Pour cela, je lance la ligne. Je pourrais faire un cercle ou n'importe quelle autre forme. Je fais un contrôle-clic droit, milieu entre deux points. Et comme c'est un accrochage d'accrochage, je refais contrôle-clic droit, extrémité, je choisis l'extrémité. Je refais un contrôle-clic droit, de nouveau extrémité, je choisis l'autre extrémité. Et il vient de me trouver le point milieu entre ces deux points. Et voilà pour les 4 accrochages un petit peu plus complexes. Nous avons vu les principaux accrochages en mode temporaire. Mis à part l'accrochage milieu entre deux points, ils existent tous en accrochage permanent. Et nous allons maintenant voir 1. Comment activer les accrochages permanents et 2. Comment les régler et quelques petits conseils pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. D'abord, pour activer les accrochages de manière permanente, vous allez cliquer sur le bouton accrochage aux objets ou au snap. Vous pouvez aussi l'activer en appuyant sur F3. Mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut configurer les différents accrochages qui sont actifs ou non à l'intérieur. Pour cela, je viens cliquer sur la liste. Je vois dans cette liste les accrochages actuellement actifs. Ce sont les accrochages par défaut, extrémité, centre, intersection et extension. Et dans paramètres d'accrochage aux objets, je vais pouvoir modifier les accrochages actifs ou non. D'abord, extrémité est un accrochage dont on a toujours besoin. Milieu aussi. Centre, qui ne concerne évidemment que les cercles, les arcs de cercle et les ellipses, est aussi absolument indispensable. Centre géométrique est un accrochage extrêmement pratique, surtout quand on travaille avec des polylignes. Nœud est un accrochage spécifique qu'on ne verra pas. Cadran est un accrochage qui peut être très intéressant, mais il faut savoir que quand vous l'activez dans les accrochages permanents, il va se substituer à l'accrochage centre. Et pour obtenir un centre de cercle, il faudra pointer d'abord la périphérie du cercle, puis ensuite le centre du cercle. Cela complique un petit peu les choses. C'est pour ça que cet accrochage cadran, on ne l'active que quand on en a vraiment besoin. Intersection est un accrochage absolument indispensable. Extension est un accrochage extrêmement pratique et donc lui aussi indispensable. Point d'insertion, nous verrons un peu plus tard quand l'activer ou pas. Par défaut, on ne va pas l'activer. Perpendiculaire, eh bien cela va dépendre des besoins. L'accrochage perpendiculaire a tendance à interférer avec les extrémités ou le milieu, ce qui peut être assez gênant. Quand on en a peu besoin, il est préférable de ne pas l'activer dans les accrochages permanents, mais de ne l'utiliser qu'en accrochage temporaire. Tangente est un accrochage qui ne fonctionne comme il faut qu'en accrochage temporaire, puisque c'est vous qui indiquez l'emplacement des tangentes. En accrochage permanent, vous êtes presque sûr de ne jamais avoir les bonnes tangentes, donc il est fortement conseillé de ne pas l'activer dans les accrochages permanents. Le plus proche est un accrochage très intéressant quand on en est aux annotations, car il permet de s'accrocher n'importe où sur un objet dessiné. Le problème, c'est que, dans ce cas-là, il se substitue à tous les autres accrochages. Donc on ne va pas l'activer par défaut, on ne l'activera qu'au moment des annotations. Intersection projetée est un accrochage qui est mal placé. Il devrait être dans les accrochages 3D, donc on ne s'en occupe pas, vous ne l'activez pas. On pourrait activer parallèle,
qui est un accrochage qui peut être intéressant, mais il existe des méthodes que nous allons découvrir qui vont bien plus vite pour créer des parallèles. Donc, on ne va pas l'activer. Il faut savoir que plus il y a d'accrochages actifs, et évidemment, plus cela consomme des ressources de votre système. Il est donc très important de n'activer que les accrochages dont vous pouvez avoir besoin. Une fois que ces accrochages sont réglés, vous appuyez sur OK. Et maintenant, quand vous allez dessiner par exemple une ligne, et que vous voulez retrouver l'extrémité d'une ligne, il vous suffira de pointer l'objet, ou le milieu, ou l'autre extrémité, et vous pourrez sans aucun problème tracer des formes très complexes en quelques instants. Il en sera de même pour les cercles, sachant que, comme je vous l'avais dit, quand vous allez pointer un cercle et que centre et cadran sont actifs, vous voyez le cadran par défaut, le cadran le plus proche, mais vous pouvez quand même constater qu'à chaque fois que vous vous approcherez du contour du cercle, vous avez le marqueur de centre qui apparaît. Il vous suffit de pointer ce marqueur et vous pouvez vous accrocher au centre du cercle. Et voilà comment faire pour activer et régler les accrochages permanents. Mais n'oubliez pas, les accrochages temporaires sont très intéressants dans le sens où, quand vous choisissez un accrochage temporaire, il n'y a que cet accrochage qui apparaît. Si vous êtes dans un environnement où plusieurs accrochages sont possibles et que vous pointez un objet, vous pouvez, à l'aide de la touche tabulation, indiquer d'abord l'objet concerné, il va passer en bleu, après la première pression de la tabulation, puis ensuite, AutoCAD va vous proposer les accrochages dans l'ordre du plus proche au plus éloigné par rapport à cet objet. C'est donc une méthode assez intéressante pour pouvoir choisir un accrochage plutôt qu'un autre. Et nous en avons maintenant fini avec les accrochages. Passons maintenant au repérage d'accrochage aux objets. Cette aide au dessin n'a pas de paramètres propres. Elle va utiliser les paramètres du repérage polaire et de l'accrochage aux objets. Cela veut dire que pour l'utiliser, il faut d'abord avoir configuré comme il faut le repérage polaire et l'accrochage aux objets. Et vous allez activer le bouton, afficher les lignes de référence d'accrochage, ou alors vous appuyez sur F11 pour l'activer. Le repérage d'accrochage aux objets est extrêmement intéressant dans le sens où, pour pouvoir générer par exemple cette forme, par rapport à cela, je vais utiliser les projections. Je lance la ligne, je vais ici pointer cette ligne, pointer celle-là, et je vais pouvoir trouver par exemple ce point-là en projection, sans avoir rien dessiné. Cela me permet de me simplifier la vie quant au dessin de formes plus ou moins complexes. Je peux aussi, par exemple, dessiner le cercle qui est là, dont le centre va être sur la continuité de cette ligne, au milieu de celle-là. Et comme vous pouvez le voir, il suffit de le dire pour pouvoir le faire immédiatement. Par défaut, quand vous prenez le repérage d'accrochage aux objets, il va utiliser les angles à 90 degrés. Même si vous avez choisi, dans le repérage polaire, un autre réglage. Vous verrez que, par défaut, il n'utilise que 90 degrés. Mais, si vous retournez dans les réglages de repérage polaire et que vous allez dans Paramètres de repérage, dans Repérage d'accrochage aux objets, il vous propose soit plan orthogonal uniquement, soit utilisation de tous les paramètres d'angle polaire. Si vous cochez utilisation de tous les paramètres d'angle polaire, vous aurez les mêmes angles que ceux configurés dans le repérage polaire. Cela peut être très intéressant
mais peut devenir assez rapidement un casse-tête. Donc faites bien attention avant d'utiliser ce réglage. Comment dessiner des cercles? Dans AutoCAD, vous pouvez dessiner des cercles de différentes manières. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le bouton cercle. Vous pouvez aussi le déplier de manière à voir les différentes méthodes qu'il vous propose, à savoir centre rayon ou centre diamètre, par 2 points, par 3 points, 2 points de tangence rayon ou 3 points de tangence. Vous pouvez aussi, comme pour toute fonction dans AutoCAD, taper le raccourci clavier C. Entrée. Et dans ce cas-là, par défaut, il vous propose la méthode par centre rayon diamètre, mais aussi par 3 points, par 2 points ou par tangente rayon. Mais vous ne pouvez pas utiliser la méthode par 3 points de tangence avec la fonction en elle-même, puisqu'elle n'est disponible que dans le menu dépliant cercle. Passons maintenant à la création d'un cercle par centre rayon. Je tape C, entrée, et AutoCAD me demande de spécifier le centre du cercle. Je clique où je veux, je m'accroche ou je clique au hasard, et ensuite il va me demander par défaut le rayon, mais en option, il va me proposer diamètre. Si par exemple je veux un cercle qui fait 50 de rayon, je tape 50, je valide, mon cercle est fait. Mais si je veux un cercle avec un diamètre de 59,32 et que je n'ai pas envie de faire la division par 2 de tête, eh bien je clique sur diamètre ou je tape D et je tape mon diamètre directement, 59,32, entrée. C'est beaucoup plus simple. Évidemment, si vous voulez contrôler le diamètre d'un cercle, vous tapez prop, PROP, qui vous permettra d'afficher la palette des propriétés. Vous sélectionnez le cercle, il vous indique que c'est un cercle, et dans Géométrie, vous verrez son rayon et son diamètre, sa circonférence aussi, etc. Si vous voulez faire une modification, par exemple, vous vous êtes trompé sur le diamètre, au lieu de 59,32, c'était 59,31, vous tapez la nouvelle dimension, vous validez, et c'est fait. Donc on peut, grâce à cette palette, faire des modifications ou réparer une erreur. Passons maintenant aux autres méthodes pour créer des cercles. Par exemple, par 2 points. Si je choisis dans le menu déroulant cercle 2 points, je vais ici m'accrocher au premier point, puis au deuxième point, et vous constatez qu'en fait, quand on utilise la méthode par 2 points, on dessine un cercle par un de ses diamètres. Si je choisis la méthode par 3 points, et que je veux que ces 3 points passent par les sommets du cercle, je choisis par 3 points, je m'accroche aux 3 points, et je dessine un cercle qui me permettra d'avoir le triangle inscrit dans ce cercle. Je peux aussi demander 2 points de tangence rayon. Alors c'est une fonction un peu plus délicate, 2 points de tangence rayon, cela veut dire que je vais d'abord indiquer 2 points de tangence, par exemple ce point-là et ce point-là. Et ensuite je vais indiquer un rayon. Je veux par exemple un rayon de 5. Je tape 5 et il va me proposer un cercle de rayon 5 qui est tangent aux 2 lignes que j'ai choisies. La dernière méthode est la plus simple. J'aimerais dessiner le cercle inscrit dans le triangle. Pour cela, je vais choisir cercle par 3 points de tangence. J'indique les 3 points de tangence et ce cercle est dessiné. On peut donc très rapidement dessiner des cercles dans AutoCAD
sous différentes conditions. Il est tout à fait possible dans AutoCAD de dessiner des ellipses. Rappelez-vous qu'une ellipse, c'est la projection d'un cercle sur un plan incliné. Ce qui fait qu'une ellipse est constituée d'un centre et de deux rayons de dimensions différentes qui se coupent à angle droit. AutoCAD vous propose deux méthodes pour dessiner des ellipses. La première méthode, c'est le centre et les deux rayons. La deuxième méthode est de dessiner le premier diamètre, puis le rayon. La troisième méthode n'est pas une méthode pour dessiner une ellipse, mais pour dessiner un arc elliptique. Je vais commencer par centre. Je choisis le centre de mon ellipse, j'indique le premier rayon, j'indique le deuxième rayon, et j'ai ici une magnifique ellipse. Si je veux dessiner une ellipse par la deuxième méthode, arc extrémité, je vais indiquer deux points sur un rayon. Attention, si vous utilisez une ligne inclinée, toute l'ellipse sera inclinée, puisque, je vous rappelle, les deux rayons se coupent à angle droit. J'indique le premier diamètre, puis j'indique le rayon pour le deuxième diamètre, et le tour est joué. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier EL pour ellipse, et dans ce cas-là, vous pourrez choisir arc pour faire un arc elliptique, que nous allons voir, et centre pour passer à la méthode centre et deux rayons. Si maintenant, vous voulez dessiner un arc elliptique, je vais choisir arc elliptique. On peut commencer par dessiner le diamètre de l'arc, ou alors par son centre. La deuxième ou la première méthode qu'on a déjà vue, je vais choisir diamètre. J'indique la distance des deux points du diamètre. J'indique maintenant le rayon pour le deuxième diamètre. Et ensuite, je spécifie l'angle de départ. Je vais partir du point 0. Et ensuite, je lui indique l'ouverture d'angle. Ici, par exemple, je veux 125. Je tape 125 degrés. Et voilà. Si je veux dessiner un arc elliptique, je peux utiliser arc elliptique. Et je peux là encore choisir entre la méthode de dessin par diamètre rayon ou par centre et les deux rayons. Je vais choisir centre et les deux rayons. J'indique le centre, j'indique le premier rayon, j'indique le deuxième rayon. Ensuite, je lui indique à partir de quel angle je veux garder l'arc de cercle. Ici, je veux commencer à garder l'arc elliptique à partir du 0. Puis, je lui indique l'ouverture d'arc. Par exemple, je veux 125, je tape 125 et Entrée. Et j'obtiens ici 125. Je peux donc créer des ellipses et des arcs elliptiques. Honnêtement, on aura en général plus vite fait de dessiner une ellipse et les rayons qui délimitent l'arc et ajuster plutôt que d'utiliser arc elliptique. Mais la fonction existe. Quand vous dessinez, ce sont souvent des rectangles qui sont la base de vos dessins. Il est donc important de savoir dessiner un rectangle. Dans AutoCAD, la fonction rectangle se trouve dans la rubrique dessin, à cet emplacement, rectangle. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci REC, R-E-C, Entrée. Dans les deux cas, vous vous retrouvez avec une fonction qui offre pléthore d'options. Chanfrein, élévation, raccord, hauteur, largeur. Alors qu'on n'a même pas encore défini le premier point du rectangle. Je vous dirais d'abord que ces options sont des pièges. Évitez de les utiliser. Nous verrons après pourquoi.
Dans un premier temps, quand vous voulez dessiner un rectangle très simplement et très rapidement, une fois que vous avez lancé la fonction, vous cliquez à l'emplacement du premier coin, puis vous indiquez les dimensions du rectangle. Par exemple, on voudrait faire un rectangle qui fait 1000 par 500. Je tape 1000, puis tabulation 500 pour passer à l'autre champ. Et j'ai mon rectangle. On ne peut pas faire plus rapide. Et en fait, quand on dessine un rectangle, on le dessine par rapport à sa diagonale. Mais voilà, il y a les options. Et pour le rectangle, les options, c'est plutôt une catastrophe. Par exemple, si jamais vous vous dites « Oh, il y a la largeur », je clique sur largeur et je mets par exemple 10 en largeur. En fait, ce n'est pas du tout la largeur du rectangle que vous venez de définir, mais la largeur du trait. Ce qui veut dire que maintenant, quand vous allez dessiner un rectangle, vous allez obtenir ceci. Un rectangle avec un trait très épais et dont l'épaisseur n'a aucun rapport avec celle définie dans les calques, ce qui peut être assez embêtant. Et le plus embêtant, c'est que si vous refaites un rectangle, vous obtenez exactement la même chose, car AutoCAD a mémorisé cette option. En fait, on le voit quand on lance la fonction rectangle. Je tape rec, entrée, et là, je vais voir dans mode rectangle courant, largeur 10. Et encore, ce n'est que 10. Si j'avais mis largeur 100, évidemment, ça serait plus embêtant. Eh bien, pour éliminer ce problème, il vous faut lancer la fonction rectangle, retaper largeur, donc elle est là, et vous mettez 0, de manière à retrouver un rectangle normal. Vous êtes quand même obligé de dessiner le rectangle, sinon il ne valide pas la nouvelle dimension pour largeur. Et en fait, il en sera de même pour les autres options. Chanfrein et raccord vous permettront de raccorder et chanfreiner tous les angles du rectangle. On peut imaginer que dans certains cas c'est utile, mais assez peu. Hauteur, ça va changer le plan de dessin de votre rectangle. Il sera plus sur le plan Z0, mais il ira du plan Z0 jusqu'à la hauteur définie. Par exemple, ici, j'indique une hauteur de 500. Je refais un rectangle qui fait 1000 par 500. Et en fait, ce n'est pas un rectangle que j'ai dessiné, c'est un parallélogramme rectangle, donc une forme 2D filaire. Aucun intérêt, surtout quand on fait de la 2D. Évidemment, pour l'enlever, il faudra relancer la fonction rectangle et choisir pour hauteur 0. Et vous avez aussi élévation. L'élévation est encore plus piégeuse. Par exemple, je mets là encore 500 en élévation et je redessine mon rectangle de 1000 par 500. Les deux rectangles ici sont à peu près identiques. Sauf que le premier rectangle, je l'ai dessiné sur le Z0, le deuxième est sur le Z500. Et évidemment, cela va aussi poser des problèmes, puisque quand vous allez prendre des dimensions, vous allez prendre des dimensions qui ne seront plus linéaires en X et en Y, mais elles vont ajouter aussi la distance qu'il y a en Z. Ce qui veut dire que vous allez avoir des dimensions qui peuvent être totalement fausses. Faites donc bien attention à cela. Et quand vous lancez la fonction rectangle, vérifiez d'abord dans mode rectangle courant s'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, comme par exemple élévation, raccord, chanfrein, hauteur ou largeur, eh bien vous sélectionnez l'option, vous mettez 0, vous dessinez un rectangle et en fait, vous venez de remettre à 0 la fonction rectangle. Donc le plus délicat, ce n'est pas d'utiliser la fonction rectangle, c'est de ne surtout pas utiliser les options.